Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1 au sommaire de l'actualité. Le vice-président de la République représente le chef de l'État au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Thierry Lekone a pris part ce vendredi à l'ouverture officielle du dialogue de haut niveau Chine-Afrique-UNESCO portant sur l'éducation et le patrimoine culturel. Il a par ailleurs eu des entretiens avec son homologue chinois ainsi que les dirigeants de plusieurs institutions financières. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a lancé ce jeudi 5 septembre sa rentrée solennelle au titre de l'année 2024-2025. Cette rencontre a été le cadre pour la tutelle de dresser le bilan de l'année écoulée et une occasion pour consolider les partenariats avec le secteur privé. Dans ce journal, un dossier sera consacré au concours administratif session 2024. De nombreuses innovations sont enregistrées cette année. Vous le verrez dans quelques instants. Bienvenue dans le 23h. C'est un dialogue tripartite Chine-Afrique-UNESCO sur l'éducation et le patrimoine culturel. Il a eu lieu aux assises économiques sur la coopération sino-africaine. Le vice-président de la République prend part aux travaux. Thierry Lekone a assisté ce vendredi à l'ouverture officielle de ce dialogue de haut niveau. Il a aussi échangé avec des officiels chinois. Alexis Ouedraogo. Le dialogue de haut niveau Chine-Afrique-UNESCO avait pour thème promouvoir conjointement le développement de l'éducation et la protection du patrimoine culturel en Afrique. Occasion pour le vice-président d'interpeller les États sur la nécessité de bâtir des systèmes éducatifs porteurs de progrès et incarnant les valeurs culturelles de nos sociétés. Nous devons surtout œuvrer au renforcement du binôme éducation-culture afin que le patrimoine culturel de nos pays trouve sa place et sa valeur dans les jeunes générations. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons transformer ces discussions en actions concrètes et construire un avenir où l'éducation et la culture constituent de véritables piliers de modernisation assumés par nos sociétés. Dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, le vice-président a indiqué la force de la coopération internationale avec l'exemple des États généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire qui ont permis de moderniser les méthodes d'enseignement en intégrant des technologies numériques. Autre succès appuyé par la Chine, l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Le séjour du vice-président de la République a été également marqué par son entretien à la Cité des hôtes d'État avec le vice-premier ministre chinois. C'est beaucoup d'honneur que vous mettez en plus dans cette amitié entre la Côte d'Ivoire et la Chine, et particulièrement encore beaucoup plus important, cette relation avec l'Afrique. Je voudrais surtout prier de bien vouloir transmettre au président de la République populaire de Chine, grand ami de la Côte d'Ivoire, les chaleureuses félicitations et la gratitude, surtout, du président Alassane Ouattara pour son inlassable engagement en faveur du développement des pays africains et d'une gouvernance mondiale équitable. Cet entretien a été suivi par un échange entre le vice-président de Côte d'Ivoire et celui de la société chinoise d'assurance crédit d'exploitation Sinosure. Thierry Lekone a aussi eu un entretien avec la présidente de la banque Export-Import de Chine Exim Bank sur le sujet du financement de l'économie ivoirienne qui affiche un taux de croissance de l'ordre de 7 à 8% depuis 2012. Deux autres entretiens bilatéraux sont prévus à l'agenda du vice-président ivoirien ce samedi 7 septembre à Beijing avant son retour sur Abidjan. Une visite aux allures d'évaluation de la coopération entre Abidjan et Washington dans le domaine de la santé. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire en visite de travail à la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Au menu, l'état de l'appui financier et technique des USA à travers l'USAID et le PEPFAR à la nouvelle PSP, un partenariat jugé satisfaisant par les deux parties. Léon Brou. L'ambassadeur des États-Unis à la nouvelle pharmacie de la santé publique, en abrégé NPSP. Centre d'intérêt de cette visite de travail en présence du ministre en charge de la Santé, l'entrepôt d'approvisionnement, de stockage et de distribution, fruit du projet d'approvisionnement des produits de santé, en abrégé LHSPLA.
Un projet né du partenariat entre la nouvelle pharmacie de la santé publique et l'USAID, passé donc au peigne fin, cet outil de gestion intégrée pour la réforme de la NPSP et ses acquis. Aujourd'hui, la gestion de la NPSP est informatisée avec un système assez performant qui permet d'avoir la traçabilité de l'approvisionnement, la traçabilité de la distribution, et donc ça concourt à la bonne gouvernance au niveau de la gestion de notre institution. Le ministre de la Santé, quant à lui, se félicite de la réduction du délai d'approvisionnement des centres de santé par la NPSP de plus de mois à 1 semaine, non sans révéler l'impact du partenariat avec l'USAID sur tout le système de santé. À l'appui, les progrès enregistrés avec les programmes de santé publique en matière notamment de paludisme, de VIH-Sida. Le gouvernement est très reconnaissant donc, au peuple américain et à Madame l'ambassadeur grâce à ce qui est fait dans la lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, donc, le taux de prévalence est en dessous de 2%. Nous sommes en train donc, de travailler avec d'autres ministères, en plus de ce qui est fait pour que donc, le paludisme ne soit plus une maladie endémique. C'est un projet quinquennal mis en place depuis 2018. Le LHSPLA représente un financement américain de plus de 12 milliards de francs CFA, l'équivalent d'environ 40 millions de dollars, dont 25 sur la période 2023-2028. Nous avons pu voir de manière efficace la distribution des médicaments pour que chaque personne qui puisse aller à une pharmacie, qui puisse aller à un centre de santé, peut avoir ce qu'il faut pour être en bonne santé. Donc nous sommes fiers d'investir dans la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Parce que la bonne santé pour les Ivoiriens, c'est une très bonne chose aussi pour les États-Unis. Jessica Davis-Ba engage les États-Unis à poursuivre son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Nous vous le disions en titre, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a fait sa rentrée solennelle ce jeudi 5 septembre. Au centre de la rencontre, le bilan de l'année écoulée et la consolidation des partenariats avec le secteur privé. Isaïe Ochonan et Joël Mambou. Rentrée solennelle du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage au lycée technique de Cocody. Occasion pour le ministre Kofi Nguessan de dresser le bilan de l'année écoulée. L'année dernière, nous avons eu 100% de réussite au baccalauréat industriel. On a aussi vu les résultats dans les filières professionnelles sont relativement satisfaisants. Donc j'ai encouragé les chefs d'établissement, les enseignants et tous les acteurs à poursuivre les efforts, de sorte que ce système de formation professionnelle mis en place aujourd'hui selon la vision du président de la République puisse attirer le maximum de jeunes. L'adéquation formation-emploi est au cœur des actions du ministre Kofi Nguessan pour une meilleure insertion des jeunes dans le monde du travail. D'où le renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé. Il s'agit de construire avec le secteur privé les formations parce que sans le secteur privé, le taux d'insertion ne sera pas élevé. Ce secteur privé est un grand pourvoyeur d'emplois. Donc l'idée c'est de poursuivre ces discussions et c'est la raison pour laquelle, avec l'appui du gouvernement et l'appui de nos partenaires, nous allons construire un centre de développement des curricula, c'est-à-dire que les programmes à venir seront élaborés en synergie avec le secteur privé. Message bien perçu par les acteurs du privé. Nous, en tant qu'entreprise privée, notre rôle est d'accompagner ces élèves-là des lycées professionnels à pouvoir les insérer dans le secteur industriel. Cette rentrée solennelle a été l'occasion surtout pour le premier responsable à charge de la formation technique et professionnelle d'annoncer que l'année scolaire 2024-2025 sera consacrée à l'achèvement de la construction des infrastructures pour une meilleure formation des jeunes dans les années à venir. Et l'insertion professionnelle, une problématique au cœur des attentions des pouvoirs publics. Le ministre en charge de la jeunesse a effectué une visite dans la région du Sud Comoé. Mamadou Touré a voulu faire un état des lieux des différents dispositifs mis en place par le gouvernement pour l'autonomisation des jeunes. Le reportage de Jenna Toubé. Grand Bassam, Adiaké, Aboasso et Tiapoum. Dans ces chefs-lieux du département de la région du Sud Comoé,
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique s'est fait une idée des actions menées au bénéfice des jeunes dans le cadre des programmes élaborés en leur faveur. Touré Mamadou a recueilli leurs propositions et leurs suggestions en vue de l'amélioration des dispositifs d'insertion existants. Les jeunes du Sud Komoué ont été instruits sur les modalités et conditions d'inscription à ces différents programmes qu'offre le ministère en charge de leur insertion professionnelle. Les mécanismes de financement ont été vraiment améliorés pour vraiment satisfaire les jeunes et permettre aux jeunes de pouvoir être beaucoup plus engagés dans le développement de la Côte d'Ivoire. 1104 jeunes du Sud Komoué bénéficient du programme apprentissage mis en œuvre par le gouvernement. Ils sont à l'unité agricole intégrée de Palmsi de Toumanguié dans la région d'Abouasso. Leur présence est le fruit du partenariat entre l'agence Emploi Jeunes, structure sous tutelle du ministère, et cette unité agro-industrielle où 500 jeunes issus de ce programme ont trouvé un emploi. J'ai fait la formation théorique et présentement je suis à la phase pratique. Et vraiment les choses se passent vraiment bien. Nous sommes en de très bonnes mains, bien logés, bien encadrés. Vraiment nous sommes très contents. Dans le département d'Abouasso, 6098 jeunes ont bénéficié des programmes du ministère entre 2022 et 2024. Au nombre de ces programmes, le TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, et des financements des activités génératrices de revenus. Dans le Sud Komoué, nous avons plus de 10 000 jeunes qui ont pu bénéficier de différents programmes en leur faveur. Et ces jeunes attendent de nous donc l'amplification donc des initiatives. 669 bénéficiaires des dispositifs d'accompagnement de TIMO et des activités génératrices de revenus ont reçu leur chèque. Touré Mamadou indique que ces initiatives, qui vont s'étendre à toute la Côte d'Ivoire, ont mobilisé dans la région du Sud Komoué plus d'1,770 milliard de francs CFA. Nous vous proposons à présent le dossier de la rédaction et focus sur les concours administratifs session 2024. Ils ont démarré, il faut le savoir, le 17 août 2024 et prendront fin le 28 septembre prochain. Plusieurs innovations ont été mises en place pour crédibiliser davantage le processus. Lesquelles et quel bilan à mi-parcours? Réponse avec Grace Kondo. Calme plat au lycée moderne de Cocody. L'établissement est l'un des centres choisis pour les compositions des concours administratifs 2024. En plus d'Abidjan, 9 autres villes sont concernées. Pour cette session, 96 943 candidatures enregistrées pour 369 concours avec à la clé des innovations. Le guichet unique permet au candidat, depuis sa position, de faire son inscription, mais aussi qui lui permet de téléverser un minimum de dossiers en ligne, comme aussi une mesure sécuritaire. Aujourd'hui, ce sont des copies uniques qui sont délivrées aux candidats. Lors de la réprographie, les sujets sont sécurisés par la gendarmerie jusqu'à la correction. Nous avons les résultats qui sont donnés 3 semaines après les compositions. Les candidats, quand ils sont ajournés, ils ont la possibilité de savoir ce qui n'a pas marché. Donc, ils ont leurs notes qui sont mises en ligne. Il y a aussi même la moyenne qui a été retenue pour tous ceux qui ont pu être admis. Autre réforme, les cours de préparation en ligne offerts gratuitement aux candidats par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les candidats pourront ainsi se familiariser aux différents types de sujets. J'ai beaucoup apprécié les cours parce qu'il suffit seulement de te connecter et tu suis le cours. Il y avait d'autres qui faisaient des petits boulots, donc ça leur permettait de suivre ça en ligne. Les week-ends, on faisait ça de 19h à 20h ou à 22h. Donc ça nous a permis de pouvoir assimiler quelque chose. Des candidats qui disent tirer profit de ces cours en ligne, d'autres en revanche n'ont pas su saisir l'opportunité. Nous autres qui avons payé des documents qui n'ont pas suivi les cours en ligne, qui avons payé des documents qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est que le sujet est très différent des documents que nous avons achetés. C'est sur le tas qu'on est en train d'apprendre avec nos connaissances personnelles qu'on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. À mi-parcours des compositions, de l'avis des responsables du centre, dans l'ensemble, tout se déroule bien. Le ministère de la fonction publique a mis les bouchées doubles. Le nombre d'acteurs commis à la surveillance, commis au secrétariat, au niveau des agents des forces de l'ordre, vous voyez que le centre est vraiment pourvu.
d'une manière générale, tout se passe bien. Si tout se passe bien, l'on constate tout de même l'absence de certains concours directs cette année. Il s'agit notamment de ceux relatifs aux adjoints administratifs, maîtres d'éducation permanents, assistants comptables et techniciens supérieurs de la communication. Nous travaillons avec tous les ministères dans ce que nous appelons la conférence de programmation des effectifs. Et c'est au cours de cette conférence que chaque ministère nous dit ses besoins, par emploi. Période de concours rimant avec spéculations diverses, le ministère d'État, ministère de la fonction publique, à travers son directeur général, invite donc les candidats à se détourner des pratiques peu recommandables. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de parrainage. Il faut aller travailler. Il faut déjà se préparer en sachant quelles sont les épreuves auxquelles on est soumis lorsqu'on est candidat à un concours donné. Il y a des candidats qui découvrent la nature des épreuves le jour de la composition. Ça, c'est déjà un premier pas vers l'échec. Il faut comprendre son concours, savoir quelles sont les disciplines auxquelles on va participer et se préparer en conséquence. Et d'ailleurs, pour accentuer la crédibilité des concours, ceux-ci sont conditionnés par la signature d'une charte d'éthique des différents acteurs impliqués dans le processus. Acteurs dont fait partie le corps préfectoral. Nous nous engageons à faire en sorte que ces concours se déroulent dans de très bonnes conditions. Des concours crédibles, ça veut dire demain une administration crédible. Des mots extrêmement importants. Nous sommes prêts donc à faire en sorte que tous ces mots d'ordre qui ont été donnés par la ministre d'État soient suivis, respectés. Tous les acteurs sont impliqués, disciplinés, engagés conformément à leur lettre de mission. Ce qui nous permet d'avoir une organisation fluide et de pouvoir donner des résultats dans les délais qui nous ont été impartis donc, par Madame le ministre d'État. Notre devise, c'est célérité, crédibilité, transparence. C'est le triptyque autour duquel nous organisons les concours administratifs. Un communiqué circulant sur les réseaux sociaux annule la session des concours administratifs 2024. Sur la question, Soro Ninagafol, directeur général, apporte un démenti. Les compositions se déroulent bel et bien dans les 10 villes retenues. Ce sont, entre autres, Abidjan, Yamoussoukro, Gagnoa, Man et Bondoukou. Elles prendront fin le dimanche 29 septembre prochain. Un autre sujet, option reddition et transparence, c'est la posture affichée par le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre du PND, le Plan national de développement 2021-2025, passé en revue ce vendredi. Objectif, dresser le bilan critique de la mise en œuvre de ce PND et jeter les bases de notre Plan national de développement 2026-2030. Les précisions de Dangui Dangui. Infrastructure, éducation, santé, énergie. Les réalisations du Plan national de développement PND 2021-2025 sont visibles, aussi bien que la transformation structurelle de l'économie ivoirienne que ce PND induit. C'est ce qui ressort de la revue globale de la mise en œuvre du PND 2021-2025 lancée ce vendredi, en présence des autorités et des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a montré un développement très positif dans les dernières décennies, mais il reste encore des défis, soit au niveau des secteurs sociaux, sur l'éducation, la santé. Ces réalisations cachent mal les défis que soulève l'objectif du gouvernement qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Les autorités ne se font pas d'illusions. En dépit de ces résultats tangibles, des défis persistent. Et ces défis concernent le renforcement de la gouvernance financière et territoriale pour un développement inclusif et résilient aux chocs externes, l'amélioration de la qualité de l'éducation, de l'équité filles-garçons et de l'efficacité des dépenses publiques dans le secteur éducation. Avec cette revue globale de la mise en œuvre du PND 2021-2025, le gouvernement s'acquitte d'un devoir de responsabilité, de redevabilité et de transparence. On fait observer les organisations du secteur privé et de la société civile présentes à cette revue. Entre autres enjeux de cette revue globale, faire le bilan critique de la mise en œuvre du PND 2021-2025 et jeter les bases d'un autre plan national de développement couvrant la période 2026-2030.
Parlons environnement à présent. En marge des travaux de la 10e session extraordinaire des ministres africains de l'environnement à Abidjan, le ministre Jacques Assaouré Conan a fait le point des initiatives entreprises par le gouvernement ivoirien pour la restauration des terres et les mécanismes de financement pour la lutte contre les changements climatiques. Les détails avec Grace Kando. L'Afrique veut parler d'une même voix à la prochaine COP sur la désertification et la sécheresse à Riyad, en Arabie Saoudite, en décembre prochain. C'est à juste titre que les ministres africains de l'environnement se sont retrouvés à Abidjan pour passer en revue les thèmes qui seront abordés, dont la dégradation des terres, la restauration du couvert forestier et la lutte contre les changements climatiques. À marge des travaux, Jacques Assaouré Conan fait le point des initiatives. Lors de la COP 15 ici, une des recommandations fortes, c'était de restaurer 1 milliard d'hectares de terres d'ici 2030. Les pays membres de l'AMCEN se sont appropriés cet objectif et chaque État y travaille pour que l'objectif soit atteint. Notre pays s'est engagé à restaurer 20% de son couvert forestier d'ici 2030. Et on y travaille. Chaque pays a évoqué son expérience et les meilleures pratiques vont être retenues pour être implémentées et pour que nous puissions atteindre les objectifs qu'on recherche. La question du financement également au cœur de cette rencontre. Les pays du Sud n'ont pas les moyens de ces politiques-là. Les promesses ont été faites par les pays du Nord, par exemple, de débloquer 100 milliards de dollars par an pour accompagner les pays du Sud pour mettre en place leur plan d'action climatique. Ces engagements sont plus ou moins tenus, mais il faut aller au-delà de ces promesses et faire appel à des financements innovants. Il y a d'autres possibilités. Les banques centrales se sont rendues compte que le changement climatique peut avoir un impact sur la gestion de la monnaie. Donc la Banque centrale s'est engagée à mettre en place des mécanismes pour pouvoir permettre aux États de financer l'action climatique. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et le Programme des Nations Unies pour l'environnement s'engagent à soutenir la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. La rentrée scolaire est prévue le lundi 9 septembre prochain. À quelques jours de cette reprise, l'Office de la sécurité routière tire la sonnette d'alarme « Zéro accident en période scolaire ». Un appel lancé par l'OSER au cours de la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière dans la commune de Yopougon. Le reportage de Jean-Michel Quadio est commenté par Khalil Diomandé. Zéro accident de la route en période de rentrée scolaire. C'est le mot d'ordre donné pour cette 20e édition de la Semaine nationale de sécurité routière. Le nombre d'accidents de la route est passé de plus de 14 000 en 2021 à 13 000 en 2023, selon l'OSER, l'Office national de sécurité routière. Une avancée pour l'État de Côte d'Ivoire qui veut réduire le fléau de 50% d'ici à 2030. D'où la tenue de cette campagne de sensibilisation. Yopougon, pour nous, représente un pôle très important du transport urbain et interurbain, du fait que ça constitue la porte d'entrée et de sortie de beaucoup d'automobilistes. Et c'était pour nous important de nous imprégner de la réalité en nous rendant sur le terrain ici pour procéder au lancement de cette campagne de sensibilisation. Les messages qui ont été distillés, aussi bien à l'attention des conducteurs qu'à l'attention des usagers de façon générale, les piétons ou les transporteurs, que ces messages ont été bien compris. À cette rencontre, transporteurs et automobilistes ordinaires sont invités à adopter des comportements responsables sur les routes. La tenue mécanique des véhicules intervient la plupart du temps dans les accidents. Le fait que le conducteur soit fatigué ou bien l'inobservation de code de la route aussi intervient. Quand vous mettez les deux facteurs ensemble, vous comprenez que l'homme aussi a une responsabilité dans la survenue des accidents. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faudrait qu'au niveau des patrons, nous puissions veiller à ce que les véhicules soient mécaniquement bien tenus. Outre la sensibilisation, les autorités misent également sur les moyens de répression pour baisser le taux d'accidents de la circulation. Au mois d'août 2024, 26 chauffeurs indélicats ont vu leur permis de conduire suspendu pour une période de 3 mois à 5 ans.
Un tour à l'ouest du pays, la présidente du conseil régional du Cavally sur le terrain de la proximité dans les départements de Blot-le-Quin et de Tout-le-Pleu. Anne-Désirée Ouloto est allée remercier les populations pour le choix porté sur le RAGP lors des récentes élections. Elle les a aussi invités au rassemblement pour le succès de la cérémonie d'hommage au chef de l'État le 14 septembre prochain à Guiglo. Chris Diomandé et Léon Brou. La présidente du conseil régional au contact des couches socio-professionnelles du Cavally, corps préfectoral, forces de défense et de sécurité, chefferie traditionnelle, gardien du sacré, fonctionnaires, jeunes, femmes et confessions religieuses de Blot-le-Quin, Tout-le-Pleu et Guiglo rencontrés. Question pour Anne-Désirée Ouloto de leur exprimer sa gratitude pour l'avoir reconduite à la tête du conseil régional. En octobre 2023, nous étions candidats à la présidence du conseil régional du Cavally et nous avons été largement élus par les populations. Il est important que nous revenions vers ces populations pour leur dire merci. Et c'est donc pour cela que toutes ces couches ont été invitées et depuis ce matin, je suis heureuse de partager ces moments d'échange et de convivialité. Aussi au menu des échanges, l'établissement des documents de l'état civil, le foncier rural, la disparité de certaines infrastructures de base dans le Cavally. À ces questions, réponse de la présidente du conseil régional et satisfaction des populations. C'est une rencontre d'échange d'abord et de remerciement à notre fille pour tout ce qu'elle fait pour la région. Il faut dire que nous, chefs traditionnels, nous sommes émerveillés par les actions de développement qu'elle mène et qui permettent à nos populations de connaître un bien-être. Sur l'imminente cérémonie d'hommage de la région du Cavally au président de la République, la présidente du conseil régional ne manque pas de galvaniser ses troupes, mettant en lumière les actions de développement du chef de l'État. Le Cavally se transforme au même titre que la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes heureux. Nous serons à Guiglo pour remercier le président de la République pour ce qu'il a déjà fait pour la région du Cavally et pour Blot-le-Quin. Et les populations sont très motivées. Elles sont heureuses de pouvoir rallier Guiglo ce jour-là pour exprimer leur gratitude au président de la République. Beaucoup a été fait à Blot-le-Quin, mais beaucoup reste à faire. Nous en sommes conscients et avec les populations, nous voulons maintenir le cap. C'est le 14 septembre 2024 à Guiglo, capitale du Cavally, qu'aura lieu l'hommage de la région au président Alassane Ouattara. En sport, brillante victoire des éléphants face au Chi Polo Polo dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Dans le groupe G, la Côte d'Ivoire a pris le dessus sur la Zambie 2-0 au stade de Boaké, but inscrit par Jean-Philippe Grasso. Prochain match mardi 10 septembre face au Tchad. Toutes nos félicitations aux champions d'Afrique. Toujours en football, le président de la Ligue de football était face à la presse mercredi dernier au siège de la FIF. La conférence de presse s'inscrivait dans le cadre de la reprise de la session 2024-2025 et des grandes articulations autour de celle-ci. Arsène Kouassi. Initialement prévu le 14, c'est finalement le 20 septembre que le coup d'envoi de la saison 2024-2025 des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sera donné pour censé s'achever le 31 mai, sinon au plus tard en juin. L'information a été livrée au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération ivoirienne de football par le président de la Ligue professionnelle de football. Pour cette saison, plusieurs innovations majeures sont annoncées, entre autres. Offrir 200 billets gratuits à chaque club. C'est-à-dire si vous avez ASEC Stella, déjà ils ont 400 billets gratuits. L'ASEC a 200 billets gratuits, le Stella a 200 billets gratuits. On était habitué à avoir 2 cartons jaunes avant qu'un joueur soit suspendu. Nous avons proposé, ça a été validé. Il faut aujourd'hui avoir 3 cartons jaunes successivement dans 3 rencontres pour avoir la suspension. Et ensuite, on a demandé au club aujourd'hui de pouvoir, dans la fiche d'engagement, déjà présenter leur 3e couleur, parce que souvent on a été confronté à des difficultés quand les équipes étaient en déplacement. Il n'y aura plus le tournoi des U20, il y aura un championnat des réserves, il y aura un championnat des U17 et des U15.
Pour ce qui est du litige qui oppose l'Africa Sport à ISCA pour la cession à l'élite, où le tribunal arbitral des sports, TAS, a été saisi du dossier, le patron de la Ligue professionnelle de football s'est voulu un peu plus clair. On ne commande pas les affaires de justice, on avisera. Salif Bictogo s'est également montré confiant quant à la réussite de cette nouvelle saison qui s'annonce intense et riche en émotions. Avec ses innovations, la Ligue espère offrir un championnat plus compétitif et attrayant pour les clubs, les joueurs et les supporters. Pour rappel, le match d'ouverture est prévu le 20 septembre 2024 entre les deux promus OSA et l'Africa Sport au stade Félix Houphouët-Boigny sous le coup de 18h. C'est que le match de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny de ce dimanche à Boaké est reporté en raison des obsèques de Feu Sori Diabaté, ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de football. À l'international, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de l'Organisation mondiale de la santé ont lancé le plan de riposte. Ce plan d'urgence arrive à point nommé pour endiguer l'épidémie de Mpox qui touche jusqu'à 12 pays du continent. Il s'agit à ce jour d'un peu plus de 5000 cas confirmés pour 643 décès, ce qui représente une forte augmentation des infections et des décès par rapport aux années précédentes. En France, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, a entamé des consultations ce vendredi. Le nouveau locataire de Matignon a d'abord rencontré son prédécesseur et ensuite les dirigeants de son parti de droite qui ont posé leurs conditions pour une participation à un gouvernement. Notons que Michel Barnier a la lourde tâche de constituer un gouvernement de rassemblement. Il va devoir trouver le bon équilibre pour ne pas tomber à la première motion de censure. Et pour information, la finale de Variétoscope, émission culturelle de divertissement de la RTI, aura lieu ce samedi 7 septembre à guichet fermé, à suivre en direct sur RTI 1 à partir de 15h. Et voilà qui referme ce point d'information. Merci de votre attention. À très bientôt.